L'invité politique s'appelle Sébastien Chenu, il est député Rassemblement National du Nord. Il est aussi vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Chenu, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être en plateau avec nous sur LCI. Nous sommes deux pour vous interviewer ce matin, avec Éric Decoutier qui est à ma droite. La session parlementaire se termine. Les sénateurs, normalement, auront fini au plus tard le 7 août. Vous, les députés, de votre côté, c'est déjà terminé. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais d'ores et déjà, est-ce que vous tirez un bilan sur la procédure parlementaire, pas sur ce qui a été voté, forcément, mais est-ce que ça a bien fonctionné ? Est-ce que la Chambre des députés nouvelle, qui n'a rien à voir avec celle des 5 dernières années, a, selon vous, bien fonctionné ? C'est en demi-teinte, en réalité. L'Assemblée nationale a fonctionné. Elle a travaillé dans un climat, une ambiance peut-être un peu différente, parce que cette fois-ci, toutes les forces politiques du pays sont représentées au niveau auquel elles devaient être finalement représentées. C'est finalement le choix des Français. Je crois que ça plaît bien aux Français de voir que les trois grandes forces politiques, la majorité Renaissance et ses satellites, la LFI et ses satellites de la NUPES, et puis le Rassemblement national, sont les trois grandes forces politiques qui dominent cette Assemblée, sont représentées, ce qui donne du débat de fond, parfois un peu vif, mais enfin on a connu, sincèrement, dans l'histoire parlementaire, des débats bien plus vifs que ceux que nous avons vécus. Là où c'est un peu en demi-teinte, c'est que la méthode que le président de la République avait indiquée comme étant nouvelle, nous serons à l'écoute, nous serons dans la co-construction, nous prendrons en compte... En réalité, c'est pas vrai. Le gouvernement, et on l'a vu en séance de nuit, à chaque fois que des amendements ont été votés contre son souhait, à l'inverse de son souhait, il a cherché à les détricoter immédiatement par des procédures, il faut bien le dire, parfois un peu limite. Le fait de faire revoter au beau milieu de la nuit un amendement qui avait été voté pour essayer d'obtenir un vote différent, c'est pas très glorieux. C'est pour ça qu'on est parti la nuit de la semaine dernière. C'était la fin du débat d'ailleurs. Nous ne souhaitions pas voter le texte sur le pouvoir d'achat. Nous souhaitions nous abstenir. Nous sommes partis, ce qui revient finalement à cette abstention. Mais c'était pas glorieux de la part du gouvernement en pleine nuit d'avoir ce genre de procédé, parce que c'est une manœuvre en fait, et une manœuvre qui dit tout, qui dit que cette majorité n'accepte pas d'être dans une minorité relative. C'est glorieux de quitter l'Assemblée, de prendre la porte comme ça, de claquer la porte. À partir du moment où il n'est plus possible de voter. Je vous rappelle le contexte, il est 2h30 du matin, un vote a été enclenché dans un brouhaha terrible, à tel point que moi-même d'ailleurs je n'ai pas entendu le vote, je n'ai même pas pu voter alors que j'étais à mon pupitre. Deuxième vote sur une délibération qui avait été prise dans la journée, dans un vacarme absolu. C'est juridiquement légal. Je ne dis pas que c'est illégal, je dis que ce n'est pas glorieux. Il n'était plus possible de s'exprimer, nous souhaitions nous abstenir, donc nous avons quitté l'Assemblée. D'ailleurs, ça évitait probablement que les débats prennent des tournures qui n'auraient pas été forcément très respectueuses des uns et des autres. Nous sommes des gens respectueux, nous sommes sortis, nous avons contesté cette méthode qui n'est pas illégale, vous l'avez dit, c'est vrai, mais qui n'est pas glorieuse, et puis le débat s'est arrêté là. Monsieur Chenu, quand l'Assemblée a été élue, les observateurs dont nous faisons partie, on s'est dit, il y a les gens de la NUPES et les gens du Rassemblement national qui vont faire sans doute de l'obstruction systématique. La NUPES, plus ou moins, vous pas du tout. Vous semblez jouer le jeu comme il faut, proprement, etc. Et vous disiez donc que c'est ça que voulaient apparemment les Français, élire une représentation nationale diverse et véritablement représentative, et aussi peut-être sans obstruction systématique. C'est calculé, tout ça, c'est politique ? Mais nous, si vous voulez, nous avons une boussole. Notre boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Nous l'avons dit pendant cette élection, rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. Nous sommes missionnés pour faire avancer des idées. Nous ne sommes pas majoritaires, donc nous les faisons avancer au rythme auquel il est possible de les faire avancer. C'est-à-dire que nous n'avons pas satisfaction, loin de là, sur tout ce que nous souhaitons. Mais nous faisons des propositions et nous nous opposons. Alors, nous nous opposons, ça donne des résultats. Nous faisons des propositions, ça donne des résultats. Ils sont parfois différents, mais c'est ça notre boussole. On n'est pas là pour démonter l'édifice. On n'est pas là pour tout casser. Il y a une stratégie très écrite, quelque part, de la France insoumise qui dit, nous, on casse tout. On veut le conflit à tout prix. On assume cette part de conflictualité. Nous, on veut des résultats. Nos électeurs nous disent, revenez avec quelque chose. Et on a obtenu des résultats. Et si vous voulez, on peut évidemment on voit bien votre stratégie. Elle est assez claire. On en a parlé tout à l'heure. Certains l'appellent la stratégie de la cravate. C'est respectabilité. On est bien propre sur l'eau. Et on est dans la logique de compromis. C'est devenir un parti normal. C'est presque un parti de coalition. Moi, je vous pose la
la question. Vous prenez le risque, avec cette stratégie-là, de vous couper de vos fondamentaux. Vous êtes un parti populiste, vous l'assumez, un parti anti-système, anti-Macron. Là, vous donnez l'impression finalement d'être compatible, d'être devenu un parti normal, à la différence des Insoumis qui, eux, sur le terrain de la radicalité. En un mot, question simple, sur le terrain de la radicalité, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous faire manger la laine sur le dos par les Insoumis? Bon, moi, cette espèce de définition de stratégie de la cravate me heurte, voyez-vous, parce que quoi, vous nous prenez pour des gougnafiers? Vous pensez que nous sommes des gens qui allions arriver en haillons, en braillant? C'est Marine Le Pen qui a donné consigne, donné à tout le monde l'obligation de porter la cravate. Non, on a dit, nous, on respecte l'institution, et donc à partir du moment où on respecte l'institution, et nos électeurs d'ailleurs, eh bien, on aime bien quand ça a de la tenue, et voyez-vous, on essaye de mettre en rapport avec nos paroles, nos actes. Donc nous ne sommes pas des gougnafiers, nous sommes des gens qui défendons des idées, et les idées que nous défendons, nous l'avons vu, elles ont eu des résultats sur le pouvoir d'achat. S'il n'y avait pas les députés du Rassemblement national, je ne suis pas sûr que sur l'allocation, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, on en soit arrivé à ce résultat. On a eu des résultats. Quand un amendement de Marine Le Pen est voté pour la compensation du RSA par les départements, c'est un résultat qui est dû à la présence des députés du Rassemblement national. Je vais plus loin parce que ça c'est sur le pouvoir d'achat. Je peux même aujourd'hui penser que lorsqu'on expulse, on va voir si on réussit, si le ministre de l'Intérieur réussit à expulser l'imam Iqiyoussen qui est dans ma circonscription, contre lequel je me bats depuis 6 ans, eh bien on peut se dire que lorsqu'il y a 89 députés du Rassemblement national dans cet hémicycle, eh bien ça ouvre les yeux et ça oblige le gouvernement à bouger. On voit bien votre stratégie qui est de dire finalement tout ce qu'ils ont fait, c'est de notre initiative. Sauf que dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas. L'amendement sur la déconjugalisation, il a été adopté par l'ensemble de l'Assemblée. Finalement, même si on regarde dans le détail, vos amendements propres, ceux que vous avez de votre seule initiative, il n'y en a quasiment pas. Non, monsieur. D'abord, la déconjugalisation, le gouvernement s'y est opposé les 5 années précédentes. Ils l'ont bloqué alors que nous l'avons présenté de façon... Oui, mais nous l'avons présenté pendant 5 ans. Mais par vous revendiquer des choses de vous alors qu'ils sont partagés. Mais si nous n'avions pas mis ça sur la table pendant 5 ans, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement serait encore dans sa posture de bloquer cette réforme de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. On n'obtient pas du résultat. Surtout, forcément, nous sommes l'opposition. Évidemment, moi, j'aurais adoré que les Républicains votent notre taxe sur les super-profits. Ça aurait permis peut-être qu'elle passe. Ils ne l'ont pas fait. Mais ça va être ça le jeu pendant 5 ans. C'est-à-dire que des majorités vont se construire sur des sujets, sur des amendements, sur des projets, où elles vont d'ailleurs se déconstruire. Alors, ma question sur la normalisation, le fait de revenir à partie normale. Nous avons aussi obtenu des responsabilités à l'Assemblée nationale. Évidemment, des vice-présidents, j'ai l'honneur d'en être, mais un juge à la Cour de justice de la République, un membre de notre mouvement politique, député de Charente, Caroline Colombier, va siéger au comité du renseignement, très important. Nous avons fait émerger des personnalités. Je pense qu'on a parlé de Jean-Philippe Tanguy, on aurait pu parler de Thomas Ménager, de Johan Gillet, ce qui démontre ce que nous disons depuis toujours. Nous avons dans notre famille politique des talents, des gens compétents qui, lorsqu'ils entreront dans la lumière, démontreront que nous sommes capables demain, et j'en termine, de gouverner le pays. Ce que nous cherchons à démontrer, c'est que nous sommes capables demain de gouverner le pays. Nous avons les idées, nous avons la méthode, nous avons les hommes et les femmes pour le faire. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, les Français le voient. Monsieur Chenu, donc vous en avez parlé un instant, vous avez échoué sur l'affaire des super-profits de Total, en l'occurrence, et des autres qui s'en mettent plein les poches avec la crise. Bon, votre prochain combat à la rentrée, donc en octobre, ce sera peut-être les retraites, sait-on jamais. Voulez-vous, sur ce dossier-là, être le fer de lance ? Oui, alors, juste un mot sur les super-profits. Nous allons demander, elle va se concrétiser, une commission d'enquête sur les profits, les super-profits des entreprises pour savoir d'où ils viennent et pour savoir comment les augmentations dans la vie quotidienne sont répercutées sur le coût des produits pour les Français. Ça, on veut savoir un petit peu comment aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, Michel-Édouard Leclerc avait lancé fort justement cette idée-là. De l'autre côté, oui, on sera de toute façon toujours fer de lance de ce qui touche le quotidien des Français, avec toujours la même boussole. À partir du moment où les Français bénéficient d'une réforme et que leur vie va mieux avec cette réforme, nous la soutenons. À partir du moment, c'est le cas des retraites, où le gouvernement cherche à enlever un acquis, cherche à faire en sorte que les Français vivent moins bien, nous nous y opposerons. C'est le cas de la réforme des retraites. Alors on va voir, parce que le gouvernement bidouille beaucoup tout ça. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien où ils en veulent, mais pour nous, la retraite à 65 ans, c'est non. Donc, je comprends bien, Monsieur Chenu, que puisque
la retraite à 65 ans, c'est non. Les super profits, donc ça vous monte au cerveau. Ça vous monte au cerveau aussi le fait que les sociétés autoroutières annoncent qu'ils vont augmenter leur prix de 5% au mois de février, j'imagine. Monsieur Beaune, le ministre des Transports, a dit qu'il n'en est pas question. Oui, enfin pour l'instant, c'est un gouvernement mais c'est une boîte privée. Non, mais c'est un gouvernement qui fait beaucoup d'incantations. Je vous rappelle que sur les sociétés d'autoroutes, nous souhaitions les renationaliser pendant la campagne présidentielle. Je vous rappelle que d'ailleurs, nous avons obtenu aussi, et là aussi ça a fait consensus, mais c'était quelque chose que nous portions depuis très longtemps, la suppression de la redevance télé. Donc aujourd'hui, ça devient un acte. Alors le gouvernement était d'accord, le gouvernement l'a proposé, nous l'avons soutenu, ça revient dans la poche des Français. Nous, tout ce qui nous préoccupe, c'est ce qui revient dans la poche des Français pour améliorer leur vie et leur quotidien. On aura ce combat économique et social à la rentrée, au moment où le gouvernement fait marche arrière sur les aides, parce qu'on voit bien que toutes les aides économiques, eh bien, en réalité, elles vont peu à peu diminuer. Mais on aura aussi sur la sécurité, on aura aussi sur toutes ces problématiques, et on les verra au moment du projet de loi de finances, qui touchent dans le quotidien des Français et qui abîment notre pays et qui ne sont pas traités depuis des années. Quand on regarde les trois dossiers dont vous venez de parler, les retraites, les super profits, la taxation des super profits et les autoroutes, vous êtes sur la même ligne que la France Insoumise. Ils disent la même chose. Oui. Retraite à 60 ans, nationalisation, hier je les écoutais, nationalisation des compagnies d'autoroutes, ça coûte entre 30 et 50 milliards, la nationalisation des attention, parce qu'ils sont très endettés. 30-50 milliards. Ils sont très endettés, donc les choses... il faudrait sortir que l'État 30-50 milliards, vous avez le droit de le penser. Les choses mais sont ça, pas les comme retraites, la taxation, la nationalisation, vous êtes d'accord avec la France Insoumise? Non mais, monsieur, il y a 2 minutes, vous me disiez qu'on était d'accord avec le gouvernement. Mais je vais vous dire, qu'on soit d'accord avec la France Insoumise, qu'on soit d'accord avec le gouvernement ou avec n'importe qui, nous nous en contrefichons. Et c'est probablement ce qui fait notre marque de fabrique. Nous, on ne s'ajuste pas sur les autres. Quand on croit que quelque chose est juste, on va au bout de notre logique, on la propose, on la défend, on se dit que c'est bon pour les Français, c'est bon pour leur portefeuille, c'est bon pour leur sécurité. Et si la France Insoumise est d'accord avec nous, tant mieux si ça peut passer. Et si le gouvernement est d'accord avec nous, tant mieux si ça peut passer. Le problème, c'est que bien souvent, ils ne sont pas d'accord et qu'il y a beaucoup plus de points de désaccord avec et le gouvernement et la France Insoumise que ceux que vous venez de décrire. Je le déplore, j'adorerais qu'ils soient tous d'accord avec nous. Monsieur Chenu, début novembre, qui doit succéder à Marine Le Pen à la tête du mouvement ? Monsieur Bardella ou Monsieur Alliot ? Alors vous allez me dire, c'est les militants qui vont décider. Ça, je ne veux pas cette réponse-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la guerre des jeunes contre les anciens ou je sais pas. Non, alors, vous savez, pendant des années, on a dit au Rassemblement national et au Front national de l'époque, il n'y a pas le choix, c'est toujours un Le Pen. Oui. Et dernièrement, c'est toujours Marine Le Pen. Il n'y a personne contre elle, etc. Alors maintenant, il y a 2 candidats. Moi, je n'ai pas choisi. Ils ont tous les 2 des vraies qualités. Moi, j'ai autant d'affection et d'amitié pour l'un et pour l'autre. C'est 2 histoires différentes. C'est probablement 2 méthodes différentes. Eh bien, on tranchera. Mais je crois que c'est bien que, puisque c'est une nouvelle étape que nous écrivons, je disais tout à l'heure, nous démontrons aux Français que nous sommes capables d'intervenir sur tous les sujets du quotidien, pas uniquement sur immigration, sécurité. On reste très mobilisé sur ces questions-là, vous l'avez entendu, mais on est capable d'intervenir sur tous les sujets du quotidien. Eh bien, on est aussi capable d'avoir un parti politique qui soit moderne dans son mode de fonctionnement, tout simplement, qui propose un choix. Vous revenez sans cesse sur cette idée de normalité, de respectabilité. J'ai jamais parlé de normalité. Jamais. Ça revient à ça, c'est-à-dire que... Non. Alors, respectabilité, en permanence, on veut montrer qu'on est capable de gouverner. Mais vos électeurs, vous êtes sûr que c'est ça qu'ils vous ont demandé ? Vous êtes sûr que c'est pas l'opposition ? Regardez Salvini en Italie. Salvini en Italie, il est rentré dans un gouvernement, et enfin en tous les cas, il a accepté la coalition avec Draghi. Résultat, aujourd'hui, il a perdu la main. C'est pas lui qui a perdu la main. Vous ne craignez pas, encore une fois, parce que vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure, que finalement vos électeurs, ceux qui vous ont amené là où vous en êtes là aujourd'hui, finalement ils se disent pourquoi est-ce qu'on irait voter contre pour eux puisqu'ils sont venus comme les autres. Nos électeurs veulent, et c'est probablement pour ça qu'ils sont de plus en plus nombreux à chaque élection, que nous arrivions au pouvoir pour appliquer notre programme. Ils veulent du résultat. Ils veulent que là où nous pouvons faire progresser les choses, nous le fassions parce que derrière, c'est leur quotidien qui est impacté. Si la sécurité s'améliore, c'est la sécurité qui touche en premier lieu les personnes probablement les plus modestes qui sont les premières victimes. Si le pouvoir d'achat s'améliore, ce sont les plus modestes qui en bénéficient. Nos électeurs veulent du résultat. Ça fait 30 ans que des politiques avec des étiquettes différentes se succèdent, mais qu'ils mènent les mêmes politiques libérales et de renoncement. Eh bien, nos électeurs veulent une différence, veulent du résultat. Ils veulent nous voir arriver aux responsabilités. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont élu 89 députés du Rassemblement national. Sébastien Chenu, qu'est-ce que vous voulez faire, à supposer que vous puissiez faire quelque chose avec eux, des 2 millions d'électeurs de Reconquête
donc à la présidentielle, de M. Zemmour, et parmi eux de Marion Maréchal Le Pen. S'ils veulent revenir dans votre giron, vous les accueillez et vous les bénissez? Alors, il y a les électeurs et puis il y a les stratèges. Oui. Enfin, les stratèges. Vous vous rappelez de la phrase du dîner de cons, ce qui m'inquiète, c'est pas la stratégie, c'est le stratège. En l'occurrence, dans le cas de l'élection présidentielle, on pourrait évidemment s'interroger. Les électeurs, d'où qu'ils viennent, sont les bienvenus dans le travail que nous faisons. Tout à l'heure, je vous disais, je ne choisis pas entre être d'accord avec un moment la France Insoumise ou avec les Républicains ou avec le gouvernement. Les électeurs sont tous les bienvenus. Moi, je suis élu depuis 5 ans, j'entame mon 2e mandat, dans une circonscription qui n'avait élu jusqu'à moi que des députés de gauche. J'ai donc été élu par des gens qui probablement, j'ai beaucoup de respect et de considération pour eux et pour cette histoire, ont voté toute leur vie à gauche. Et aujourd'hui, on fait le choix de se doter d'un député du Rassemblement national. Donc nous accueillons tout le monde, mais nous accueillons tout le monde sur l'offre politique qui est la nôtre. C'est-à-dire une offre politique qui n'est pas l'union des droites. Ce n'est pas notre programme, nous ne croyons plus à l'axe droite-gauche, nous croyons aux mondialistes contre les nationaux, c'est ça aujourd'hui, et d'ailleurs l'Assemblée nationale représente cela assez nettement. Et donc sur cette offre politique, nous accueillons tout le monde. Nous ne cherchons pas, si nous accueillons tout le monde, ce n'est pas pour dénaturer ce que nous portons, pour nous ouvrir, pour nous dépasser, pour aller plus loin. Je vais vers celui qui me contredit, écrivait Montaigne. Eh bien c'est ça, allons vers ceux qui nous contredisent, allons chercher les Français qui doutent encore de nous, démontrons-leur que nous sommes capables, démontrons-leur que nous avons une offre politique qui n'a jamais été tentée en France, une autre politique est possible, et puis dans ces cas-là, tout le monde est le bienvenu. Alors j'ai une question depuis la fin du mois d'avril, ça tombe bien que vous soyez là, parce qu'enfin je peux la poser. Madame Le Pen, qui a fait un très beau score au second tour de la présidentielle, a toujours dit « moi j'y vais 3 fois, mais pas 4 ». Bon alors maintenant, comme elle était si proche du but, je me repose la question, est-ce qu'elle ne va pas y aller une 4e fois ? Est-ce que vous, les cadres du Rassemblement, vous allez la pousser à cela ? Vous avez raison de vous poser la question. D'abord, elle n'a pas dit « j'y vais 3 fois, mais pas 4 ». Elle a dit « a priori, c'est ma dernière campagne, la 3e ». Eh bien, moi, je pense qu'elle devrait... Je crois pas qu'elle a dit a priori. Hein, je crois qu'elle n'a pas dit a priori. C'est normalement ma dernière campagne. Qui peut tout à... Maintenant, c'est a priori. Oui, mais enfin, en tout cas, moi, je souhaite que ça ne le soit pas. Moi, c'est très net, je me suis engagé pour Marine Le Pen. Je pense qu'elle est une femme politique exceptionnelle. Je pense que notre pays a besoin d'elle. Je souhaite évidemment qu'elle mène tous les combats possibles d'avenir. Je pense qu'elle est la plus armée pour le faire, qu'elle est la plus capée pour le faire, qu'elle est la plus solide pour le faire. Et moi, je signe dès demain. Si Marine Le Pen nous dit qu'elle accepte de retourner au combat présidentiel parce qu'elle ferait un président de la République formidable. Vous pensez que ça fait du chemin dans sa tête, que le processus est enclenché ? Si je vous le dis ce matin, c'est que j'espère que ça fait du chemin dans sa tête. C'est que ça va contribuer à faire du chemin dans sa tête. Je sais que sa réflexion n'est pas aboutie sur ce sujet-là. Nous sortons d'une séquence présidentielle. Je sais qu'elle regarde la façon dont notre pays évolue et elle en souffre. Elle considère que les Français sont victimes de ces politiques, que les Français vivent mal, vivent même peut-être de plus en plus mal, que nous avons des solutions, qu'elle en a. Moi, je souhaite qu'elle les porte au plus haut niveau. Les élections du printemps ont regonflé les caisses financièrement du Rassemblement national. Donc vous aviez des problèmes de fin de mois jusqu'en avril. Maintenant, apparemment, tout va mieux. Vous avez réglé vos comptes avec vos financiers russes ? Nous sommes dans des procédures de règlement de ces emprunts et nous souhaitons, j'espère qu'à l'avenir, des banques françaises nous prêtent. Ça nous évitera de nous mettre dans des situations où nous payons des taux d'intérêt extrêmement élevés pour emprunter de l'argent à des banques étrangères parce que les banques françaises n'ont pas souhaité et parce qu'elles n'y ont pas été contraintes. Je vous le rappelle, Emmanuel Macron avait dit qu'il créait la Banque de la démocratie pour justement pallier à tout cela, ça n'a pas été fait. Nous souhaitons... Mais vous regrettez ce prêt, cet emprunt à une banque russe, en tous les cas? On aurait évidemment préféré le faire à une banque française, mais nous n'en avons pas trouvé. C'est d'ailleurs ce qui devrait... qu'une banque russe. Ah bon, il fallait nous donner laquelle, parce que ça nous coûte cher. Et ça nous... non. En tout cas, si vous avez eu quelques relations, nous sommes preneurs, nous voulons bien regarder les choses. Ça nous a coûté cher financièrement, ça nous coûte cher politiquement d'être assimilés à la Russie à travers tout simplement un emprunt à une banque privée. Nous ne devons rien d'autre que l'argent. Une banque privée qui avait la caution de... Enfin, comme beaucoup d'établissements bancaires. Mais je veux dire, on aurait préféré emprunter à une banque française. Il est là le scandale d'ailleurs. C'est ça, tout le monde devrait trouver ça anormal. Tout le monde dans une démocratie comme la France devrait dire c'est scandaleux qu'un mouvement comme le Rassemblement national, parfaitement républicain, aujourd'hui avec 89 députés, ne trouve pas une banque française pour se financer. Il est là le scandale.
scandale. Il n'est pas ailleurs. Monsieur Chenu, juste en 30 secondes, est-ce que vous pensez que Monsieur Darmanin parle trop vite ? Je rétropédale sur l'affaire de la Guillotière, où il a désigné comme coupable un type qui a été interpellé, qui certes était un petit délinquant, pas très clair du tout, mais enfin qui dans l'affaire n'avait rien à voir. Alors Monsieur Darmanin a dit, bah voilà, c'est lui, avant que les juges se prononcent. C'est pas bien de faire ça ? Non, mais M. Darmanin parle vite, mais agit lentement. Et nous, on préférerait probablement l'inverse, qu'il parle un peu moins vite et qu'il agisse plus rapidement. L'année dernière, il nous avait dit que tous ceux qui devaient être expulsés, qui étaient étrangers, qui devaient être expulsés de France, qui avaient commis un délit, le seraient. Nous sommes un an après, c'est toujours pareil. Madame Schiappa nous avait dit que tous les délinquants sexuels étrangers seront expulsés. Nous n'y sommes toujours pas. Donc que M. Darmanin parle plus lentement et agisse plus vite, c'est le meilleur conseil qu'on puisse lui donner. Merci beaucoup. Sébastien Chenu, donc député Rassemblement National du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale sur LCI ce mardi matin. Je vous souhaite un bon été, Monsieur Chenu, et de bonnes vacances si vous en prenez. Merci. Il est 8h51 exactement. Moi, je me retire. Je serai là demain à 6h avec Lydie Harouche et avec Éric Decouty, bien sûr. Et tout de suite, je vous laisse entre les mains très expertes de Météoman, en l'occurrence Ange Noiret. Je vous en prie, Ange.